Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui sans conteste la nouvelle icône de la lutte panafricaine et de la lutte pour la souveraineté africaine. Vous aviez marqué de fort belle manière l'actualité politique tout au long de l'année 2020 et vers la fin de 2019. Le top départ a été donné justement après votre discours mémorable et historique à Sochi, le 24 octobre 2019. Quelques mois plus tard, vous étiez expulsé de la Côte d'Ivoire. C'était le 2 décembre 2019. Aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre 2020. Voilà un an que vous avez donc été expulsé de la Côte d'Ivoire par le président Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui ex-président de Côte d'Ivoire. À l'occasion de l'anniversaire de cette expulsion arbitraire, nous avons souhaité avoir cet entretien avec vous pour revenir sur ces événements et faire le point de votre engagement politique. Bienvenue donc à la rubrique Yeux, voix, bouche parle de Leader News TV. Merci. C'est un honneur de vous accueillir, bien évidemment. Mais avant d'entamer l'entretien, nous avons retrouvé pour vous une vidéo relative à ces événements que nous allons regarder ensemble. La maman Emmanuel Macron va prendre drap. Ah. Ils ont pris te faire du temps. Ils n'ont rien fait. Ce n'est rien. Ils ont pris te faire du temps. C'est maintenant que ça commence. Elle est là. Maintenant ça commence. La grande combattante. L'icône. L'icône est là. L'icône est là. L'icône est là. Elle est arrivée en lieu sûr. Voilà là. Ouais. La France-Afrique est vaincue. Elle est riche. Vaincue. Macron est vaincu. Le début de la fin. Pas la France. Elle est riche. Voilà. Oh, décourage. Elle est là. Nathalie Yam, héroïne des sushis. Ça va bien. Vous l'avez chassée d'Abidjan, expulsée de la terre africaine. Mais elle est là. Elle est bien Ça va là. aller. Merci, c'est trop gentil. N'est-ce pas? Comme ça, si tu dois le voir, Oui, sur Twitter. C'est-à-dire que... On est ensemble. Voilà, j'ai pris Nous sommes là, nous sommes à l'aéroport. Nous sommes à l'aéroport de Zurich, en Suisse. Notre héroïne, elle est arrivée. Elle a été expulsée. Elle est arrivée donc de la pays. Elle est passée par la France. Heureusement que Emmanuel Macron n'a pas fermé l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Elle est chez elle alors. Donc je vous laisse le moment d'activité de notre héroïne. Vous pouvez partager partout sur toutes les pages. Bien. Alors, comme nous venons de voir, il s'agit bien évidemment de l'accueil chaleureux qui vous a été spontanément réservé par des Ivoiriens et des militants des leaders à votre descente d'avion à l'aéroport de Zurich. Nous supposons que ça a été un moment plein d'émotions pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel effet d'abord cet accueil spontané-là vous a fait et quels étaient exactement vos sentiments de façon générale quand vous fouliez le sol suisse après cette expulsion? Merci pour la question. Cet accueil à l'époque m'a beaucoup touchée et ça me fait remonter, de revoir ces images, me fait remonter cette émotion parce que c'est un moment très particulier dans ma vie. Je suis née en Suisse, d'une mère suissesse. J'y ai vécu pendant 7 ans, mais j'ai choisi de vivre en Afrique. En étant adulte, j'ai fait des choix et j'ai décidé de vivre en Afrique. Et être arrachée à mon continent pour être renvoyée dans un pays d'Occident était quelque chose de très choquant. D'habitude, on voit les gens essayer
de quitter l'Afrique pour venir chercher leur bonheur en Occident. Tout à fait. Moi, j'étais fermement et de façon très consciente, je me suis implantée en Afrique. J'ai quitté l'Occident pour venir m'implanter en Afrique. Et devoir être arraché comme ça du jour au lendemain sans avoir eu le temps de rien prendre, de rien préparer. Je pense que je n'avais pas encore appréhendé toutes les conséquences de cette expulsion. Et par contre, j'étais très, très, très émue de voir que malgré le fait que ce se soit déroulé en pleine semaine, des amis de leaders, des militants, des gens certains que je ne connaissais même pas, se sont déplacés pour venir m'accueillir. Il y avait ma tante aussi. Je me suis retrouvée en famille. Malgré le moment difficile, j'ai été accueillie avec un matelas familial qui a adouci le choc que j'étais en train de vivre. Et aujourd'hui encore, quand je revois ces images, je suis profondément touchée et reconnaissante pour l'accueil que j'ai reçu et puis pour tout l'encadrement qui a suivi à côté. Je remercie individuellement vraiment chacun de ceux qui étaient là et même ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement mais qui m'ont assailli de messages dont je n'ai lu certains d'ailleurs que quelques mois plus tard tellement il y en avait. Voilà. Alors, donc vous êtes donc arrivé en Suisse, vous avez été donc chaleureusement accueilli. Alors, un an après votre arrivée en Suisse, qu'est-ce que vous diriez? Vous vous êtes installé, c'est-à-dire est-ce que vous vous êtes organisé pour prendre vos quartiers généraux définitivement en Suisse, ou temporairement aussi, ou bien vous êtes carrément là dans l'attente d'un retour rapide en Côte d'Ivoire, ou bien encore comment Nathalie Yam s'occupe depuis qu'elle vit en Suisse? Oh, je ne suis pas venue en Suisse de façon volontaire et je n'ai pas l'intention d'y rester volontairement plus longtemps que nécessaire. Je suis ici de façon temporaire. Lorsque j'ai été expulsée, je me suis dit que je quitterais la Suisse dès lors que le gouvernement Ouattara serait éjecté du pouvoir. Donc je m'étais préparée pour rester à peu près une année en Suisse. Et là, les élections n'ont pas pu avoir lieu à cause de la forfaiture que le pouvoir sortant voulait perpétrer. Nous y reviendrons d'ailleurs. Et la parodie d'élection qui a eu lieu fait que peut-être mon retour sera décalé de quelques semaines. Mais je n'ai pas du tout l'intention de m'éterniser en Suisse. Je l'ai dit en entame, j'ai choisi de vivre en Afrique, c'est là que se situe mon combat. Alors ce que je fais depuis que je suis là depuis un an, je continue mon combat, toujours. Vous savez, j'ai commencé quand on a créé Leader, j'étais basée au Ghana. Ça ne m'a pas empêché de participer à la création du parti, au lancement de ses activités. Nous sommes à l'ère d'Internet aujourd'hui. Le monsieur qu'on appelle coronavirus est venu mettre tout le monde un peu dans ma situation. Donc tout le monde se retrouve un peu bloqué quelque part, soit chez eux, soit dans un autre pays et forcé, contraint de travailler à distance. Donc je n'ai été que la précurseur d'une tendance mondiale. Donc je continue mes activités pour Leader, je continue de me battre pour que tombe le système de la France-Afrique que je combats. Je reste focalisée sur la Côte d'Ivoire parce que je pense que c'est effectivement le pilier de cet édifice France-africain que nous devons abattre et que si on abat le mur porteur, le reste va tomber. Et je pense que ce qui s'y passe actuellement est porteur d'espoir pour un retour rapide, non seulement de moi-même, mais de tous ceux qui ont été exilés ou qui ont été contraints à l'exil de façon involontaire, de pouvoir revenir en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Nous retenons donc que votre engagement n'a pas varié d'un iota. Vous restez toujours la même Nathalie Yam engagée, vous restez toujours fidèle aux idées pour lesquelles vous aviez été expulsé et vous attendez rapidement de ne pouvoir que regagner la Côte d'Ivoire pour continuer de plus belle la bataille. Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne chance et nous serons de tout cœur avec vous et nous prierons aussi pour que vous puissiez regagner aussi rapidement que possible la Côte d'Ivoire. Merci.
Alors, quand on connaît la culture, vous êtes bien évidemment arrivé en Suisse, et nous sommes c'est la Confédération helvétique suisse qui entretient une culture de neutralité politique. Donc nous on est tenté de se demander quelle est la nature de vos relations avec vos autorités, les autorités suisses, vous, une Suissesse exclue pour son engagement politique d'un autre pays autre que la Suisse. Surtout quand il est dans le public que la France essaie de vous faire passer pour une pro-russe, alors que en Suisse, dans les milieux politiques, Vladimir Poutine n'est pas vraiment apprécié. Quelle est donc votre relation avec les autorités suisses? Oh, une relation qui évolue selon les moments où l'on se situe. Lorsque j'ai été expulsée de Côte d'Ivoire, je pense que c'est pas quelque chose sur lequel je me suis exprimée, à propos de laquelle je me suis exprimée auparavant, mais il faut savoir que le gouvernement ivoirien a bloqué mes avoirs en Côte d'Ivoire. Alors, ils ont expulsé Nathalie Yan, mais n'ont pas expulsé l'argent de Nathalie Yan. Donc, il a fallu que je bataille pendant presque 4 mois, un peu plus de 4 mois, pour pouvoir reprendre la main sur mes avoirs. Tout ça en sachant que j'avais été expulsée sans rien, sans pouvoir rien prendre. Pas de papier, pas d'argent, pas de médicaments, pas d'habits, rien, quoi. J'ai été vraiment arrêtée, détenue et puis mise dans l'avion. Et à cette époque-là, je dois avouer que l'ambassade suisse à Abidjan m'a aidée à faire pression sur le gouvernement pour que mes avoirs soient libérés. Et puis, vous savez, les choses évoluant, arrivée en Suisse, j'ai eu de bonnes relations avec des parlementaires, des députés, les membres du Parti socialiste notamment, puisque leader fait partie de l'Alliance progressiste à laquelle appartient également le Parti socialiste, donc c'est un parti frère. J'ai eu l'occasion d'aller discuter devant les députés de la Commission des Affaires étrangères du Parlement suisse pour exposer la situation en Côte d'Ivoire. À ce niveau-là, il n'y a eu vraiment aucun problème. Il y a même eu ces rencontres ainsi que le travail effectué par la délégation leader Suisse-Italie a permis d'amener des questions au Parlement, questions au gouvernement posées au Parlement par les députés de nos partis frères, notre parti frère. Ça s'est bien passé. Par contre, en Côte d'Ivoire, je dois avouer que la nouvelle ambassadrice de Suisse se comporte de façon assez antagoniste à mon endroit. Il faut dire que c'est une dame qui a occupé des fonctions ici en Suisse au sein du département fédéral des affaires étrangères en charge de la francophonie. Donc la façon française de gérer l'Afrique a très certainement fortement déteint sur elle. Et elle est devenue une activiste pro-Ouattara, qui essaye de diaboliser Nathalie Yamb. Et je trouve que ce jeu-là est très dangereux parce que ça me met en danger. Vous avez évoqué tout à l'heure la volonté de certains, dont cette dame, mais également de la France, de vouloir m'estampiller comme agent russe. Je n'ai aucun problème avec la Russie, je veux que ce soit bien clair, je n'ai aucun problème avec la Russie, je n'ai aucun problème avec la Chine, je n'ai aucun problème avec la Turquie, parce que j'ai regardé dernièrement M. Macron s'exprimer en ayant mon image en tête. Apparemment mon discours l'a fortement traumatisé. Je ne suis pas sur la feuille de paye de ces puissances-là. Mais force a été pour moi de constater qu'effectivement les cauchemars des uns ne sont pas les cauchemars des autres. Lorsque je suis arrivée en Suisse, cette année-là m'a fait comprendre que pour les Occidentaux, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, que sais-je, sont vraiment des épouvantails. Oui, des monstres qu'il faut abattre. Des monstres qui ne sont pas les miens.
qui ne sont pas les miens, et je m'en rends compte parce que, pas seulement en politique, mais même quand je parle avec des membres de ma famille ici en Suisse, il y a, quand ça touche la Russie, ça fait comme ça, et je les regarde et je leur dis non, pour moi, l'épouvantail, mais pas seulement l'épouvantail, le tortionnaire, c'est la France. Et la France-Afrique. Alors, on appelle France-Afrique, mais dedans, c'est un système. C'est pas le citoyen français, c'est l'État français et ses multinationales, dont certaines sont en Suisse, dont certains acteurs sont pas forcément des Français, mais font partie du système. C'est eux qui nous oppressent, c'est eux qui nous oppriment, c'est eux qui nous spolient, et c'est eux que je combats. Et quand je regarde l'histoire de l'Afrique, je ne vois pas une colonisation faite par la Russie. Je ne vois pas une colonisation faite par la Turquie. Par contre, je vois une colonisation faite par la France, qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Félix Moumié, un indépendantiste camerounais, a été assassiné en Suisse par les services secrets français, à l'époque, avec l'approbation des services suisses. Donc, voir une ambassadrice être en train d'intriguer pour m'estampiller agent russe, une ambassadrice de mon propre pays, je trouve ça très étrange et j'ai pris les mesures nécessaires pour prendre attache avec le gouvernement suisse pour que ces agissements cessent et qu'on me fournisse des explications là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, ça me permet de rebondir sur une question qui devait suivre, mais que je vais poser directement maintenant en entendant. Et il nous est revenu aussi que vous aviez été bloqué justement par l'ambassade de Côte d'Ivoire sur son compte Twitter. J'ai été bloquée par l'ambassade suisse en Côte d'Ivoire. Tout à fait, il y a quelques jours de cela. Madame Anne Lugon-Moulin a fait une publication pour faire la prodada de l'engagement des femmes en politique en Côte d'Ivoire. Et j'ai pris son tweet et j'ai simplement souligné qu'il semblait que cet engagement soit à géométrie variable, car les femmes qui s'engagent en politique en Côte d'Ivoire, il y en a. Et puis, souvent, quand elles ne font pas partie du cercle au pouvoir, elles finissent en prison. Il y a Pulchérie Ballet, qui est une amie, qui est emprisonnée depuis près de 4 mois maintenant. C'est une personnalité de la société civile qui a simplement protesté contre le 3e mandat illégal de M. Ouattara, qui se retrouve en prison. Il y a des femmes de différents partis politiques qui sont emprisonnées. Il y a même des dirigeantes de partis politiques qui sont pourchassées par la police. Il y a des gens comme moi qui sont expulsés. Je trouve très intéressant que pour avoir fait remarquer le 2 poids 2 mesures de l'engagement de l'ambassadrice suisse, elle trouve nécessaire de me bloquer sur Twitter. C'est assez inhabituel. Tout à fait surprenant. Oui, parce que dans les pays occidentaux, généralement, on l'a vu, il y a eu même un jugement du tribunal aux États-Unis qui interdit à Donald Trump de bloquer les gens qui le suivent parce qu'il est titulaire d'une fonction publique. Et donc, il a le devoir d'échanger. Si vous êtes privé, il n'y a aucun problème. Moi, Nathalie Yamb, qui n'ai aucune fonction publique, je peux très bien bloquer qui je veux, comme je veux, quand je veux. Mais dès lors que je détiens une fonction publique, bon, j'ai l'obligation d'écouter les uns et les autres. À la limite, si je ne veux pas regarder ce qu'ils écrivent, je peux toujours les masquer. Mais les bloquer, surtout pour l'ambassadrice d'un pays réputé neutre et très attachée à la liberté d'expression. Mais c'est dans la droite ligne de ce que Mme Anne Lugon-Moulin a mis à jour comme comportement. Elle a certainement beaucoup d'affinités avec la France et peut-être même avec la France-Afrique. Tout à fait. Et vous entendez vous donner une suite judiciaire à tout cela? Oui, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris attache avec le gouvernement suisse pour que les agissements nuisibles de cette dame cessent à mon endroit. Ok, espérons donc que tout cela ait un effet. Et alors, comme vous l'avez tantôt commencé, vous avez commencé à évoquer
et ce que vous avez fait en Suisse depuis votre expulsion. On dit souvent dans la vie qu'à quelque chose valeur est bon. Alors, si vous deviez aborder le côté positif de votre éloignement forcé de la Côte d'Ivoire, que diriez-vous? Nous aimerions surtout savoir comment cette expulsion a impacté votre morale et votre engagement politique aussi. Ça, vous en avez déjà parlé, vous pourrez revenir dessus. Mais ce qui est important surtout, c'est est-ce que cette expulsion-là a eu un effet positif justement sur votre engagement politique, sur l'avancée du combat pour lequel vous avez été expulsé? Ça a réaffermi mon engagement politique. Vous savez, dès lors qu'on se lance en politique, surtout en Afrique, on sait qu'on est, on est dans une position à risque. Lorsqu'on s'attaque en plus à la France-Afrique, à la France et à ses laquais, alors là, c'est carrément le permis pour être abattu. Donc, ça fait très longtemps que je suis engagée politiquement, même si ça ne fait que 9 ans que j'ai pris la carte d'un parti politique. Mais j'ai toujours eu des opinions politiques très affirmées. Le combat contre la France-Afrique, je l'ai commencé bien avant Leader, l'existence de Leader. J'ai simplement compris à un moment donné qu'il était extrêmement important de ne pas être simplement une activiste, mais de pouvoir devenir une femme politique qui va pouvoir mettre en œuvre ce que l'on veut faire pour faire tomber la France-Afrique et créer la nouvelle Afrique qui va suivre après. Mon expulsion m'a encore plus motivée, si cela était possible, parce que je me suis rendu compte que j'avais touché là où ça fait mal. Et moi, je suis un peu teigneuse de nature, donc quand je découvre là où ça fait mal, j'appuie bien, même je vais chercher des talons aiguilles et puis j'enfonce bien et je tourne. Et donc je n'ai pas du tout l'intention d'arrêter. Naturellement, ça a bouleversé ma vie, mon quotidien, mes perspectives, ce que j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes amis, enfin j'ai été éloignée de mes amis, j'ai été éloignée de l'endroit où j'avais décidé de vivre, où j'avais construit mon existence. Il faut un temps de réadaptation, mais comme dans ma tête je ne suis ici qu'en transit, j'ai pas trop de soucis avec ça. Donc l'engagement politique est toujours là, et encore décuplé. Et puis le moral, voilà, bon, j'ai des regrets quand même, parce que mon expulsion ne m'a pas permis d'accompagner un meilleur ami qui souffrait d'un cancer depuis 4 ans et qui est décédé en avril, le 7 avril. Je n'ai pas pu être là pour l'accompagner sur ces derniers mois, alors que j'étais là depuis de longues années. Je n'ai pas pu l'accompagner à sa dernière demeure. Ça, c'est quelque chose que j'aurais du mal à pardonner, je dois avouer. Ça, c'est compréhensible. Mais pour le reste, je suis là et encore plus motivée que jamais. Ok, c'est bon de le savoir. Et toutes nos condoléances encore pour la perte de cet ami qui vous étiez très proche. Merci. Et nous ne pouvons pas vous avoir, Nathalie Yan, sans parler de Mamadou Koulibaly. Vous en êtes la conseillère exécutive. Et donc, on pensait que votre expulsion avait essentiellement pour but de l'affaiblir, justement. Et alors, est-ce que vous pensez qu'en tant que conseiller exécutif, cet éloignement de la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on sait qu'il y a tout, avec la technologie numérique aujourd'hui, tous les moyens de contact sont bons, mais vous conviendrez avec moi que le contact physique, se voir vis-à-vis, parler, discuter, n'est pas comparable aux échanges qu'on peut avoir sur Internet ou par messagerie interposée. Est-ce que votre éloignement de la Côte d'Ivoire a-t-il, d'une manière ou d'une autre, entaché vos relations? Est-ce qu'il en souffre ou vous diriez que rien n'a changé? Bon, vous l'avez dit, hein, on est à l'ère du digital, je l'ai abordé tout à l'heure. Quand on a lancé Leader, j'étais basée au Ghana. Alors c'est vrai, je venais assez régulièrement en Côte d'Ivoire pour les week-ends et tout ça, mais je travaillais quand même à l'étranger.
Donc, ça n'a pas entaché nos relations, ça n'a eu aucun impact sur nos relations. Ça a peut-être eu un impact sur mes activités sur le terrain en Côte d'Ivoire, parce que en tant que membre de leader et en tant que personne individuelle, j'avais des activités au sein du parti, j'avais des activités caritatives, je faisais plein de choses, j'avais des activités à la mairie d'Azaguié. Donc ça, c'est des choses qu'il est aujourd'hui plus difficile de gérer, mais la relation de conseillère exécutive à candidat et membre de la direction de leader n'a pas du tout changé. Est-ce que ça l'a impacté? Lui, c'est à lui qu'il faudra poser la question. Mais sinon, nous sommes toujours en termes fructueux de travail. Nous n'avons jamais faibli. D'ailleurs, je pense... même si c'est flatteur de dire que mon départ tendait à affaiblir Mamadou Koulibaly, mais je connais Mamadou Koulibaly depuis 15 ans. Mamadou Koulibaly était fort avant de me connaître et je lui souhaite d'être fort jusqu'à la fin de sa vie. Non, le plan était certainement cela, d'affaiblir Mamadou Koulibaly, d'affaiblir leader, mais ça n'a pas réussi, parce que la seule chose qui peut affaiblir un parti politique, c'est s'il n'y a pas de relève, s'il n'y a pas de formation et que tout est concentré sur un homme. On vient de le voir en Côte d'Ivoire. Le candidat d'un pseudo-grand parti, comme ils aiment le dire, des partis significatifs qui existent depuis quasiment 30 ans, est là. Et puis il décède, et malgré cette immensité de ressources humaines, soi-disant au sein du RDR, il ne s'en trouve pas un autre que le président sortant pour dire, bon, mais puisque notre candidat est décédé, c'est moi qui prends la relève. Nous n'avons pas ce problème à leader. Mamadou Koulibaly est notre candidat, il est la figure de proue de notre parti, mais dès que vous regardez à gauche et à droite, vous en voyez plusieurs qui sont capables aujourd'hui de prendre la relève et de continuer à porter ces idées, parce que nous ne sommes pas construits autour de l'adoration d'une personne, mais autour de la défense d'un projet et autour de convictions construites autour d'un idéal. Donc non, ça n'a pas... Ça a peut-être espacé nos rencontres, parce que Corona est venu bloquer tout le monde chez soi, mais sinon, une fois que les frontières et que la circulation sera beaucoup plus normale un peu partout, il n'y aura aucun souci. Je vais d'ailleurs peut-être me relocaliser en Afrique dans les prochains mois. Donc, non, absolument aucun problème. Je saisis cette occasion pour aussi rappeler que j'étais également la porte-parole et la représentante du président Jerry Rawlings. Justement, j'allais en venir. Au sein du comité international pour le mémorial Thomas Sankara au Burkina Faso. Et lui aussi, je ne le voyais pas souvent. Physiquement, ça ne nous empêchait pas d'être en relation permanente l'un avec l'autre. Aujourd'hui, on peut très bien travailler en mode digital. Justement, avant de continuer avec Mamadou Koulibaly, comme vous avez abordé le sujet, ça m'est rapidement revenu quand vous étiez en train de parler de l'Afrique, de Mamadou Koulibaly et tout ça. Je voulais justement parler de notre coup dur qui vous a affecté encore pendant cet exil-là. En plus d'être éloigné de cette terre que vous avez choisi volontairement d'habiter. Vous avez encore, il y a quelques semaines, perdu Jerry Rawlings. On sait plus ou moins que vous étiez très proches en tant que nous n'allons pas verser dans les ragots de certaines presses ghanéennes qui essaient de vous faire passer pour sa maîtresse, et que vous auriez même eu un fils avec lui. Mais nous savions que vous étiez très proche. Ça a été un coup dur pour vous, Nathalie. Un coup dur personnellement pour moi, pour sa famille.